Je suis un homme très organisé, surtout lorsque quelque fait m'a touché personnellement. Je suis très organisé et très rancunier. Chacun doit payer, n'est-ce pas? Œil pour œil, dent pour dent. Raison pour laquelle la peine de mort tant controversée n'a pas plus fervent supporter que moi. C'est la raison pour laquelle je ne quitte pas cet excellent Jack Hall d'une semelle. Cette expression pourrait presque être prise dans le sens du mot, croyez-moi. Il y a un peu plus d'un an, Jack Hall a tué ma femme. L'ennui, c'est que personne ne peut le prouver, pas même le meilleur juge du monde et encore moins moi, puisqu'il n'y a aucune preuve. Cet assassin de Hall est également un type organisé et forcément prévoyant. N'a-t-il pas veillé à se construire un alibi en platine avant de tuer ma femme? Pauvre Béatrice. Sans doute devenait-elle trop enthousiaste et menaçait-elle de prévenir l'épouse de Jack Hall. Sans doute, je ne vois pas d'autre raison au meurtre. D'autant que la femme de Hall est à la tête d'une fortune considérable et que Jack Hall aime son confort. Il s'y est pris avec le plus grand soin pour étrangler Béatrice. Et n'a-t-il pas cité des témoins qui jurèrent qu'il jouait au poker avec lui à 1000 kilomètres de là? Je sais que c'est faux, moi. Je sais que c'est faux parce que j'ai suivi Béatrice cette nuit-là et je l'ai vue monter dans la voiture de Hall. Mais allez dire ça devant un jury quand il y a toute une équipe de citoyens respectables pour jurer le contraire. Jack Hall l'a tué. Et je veille à ce qu'il règle l'addition. Je suppose que vous connaissez le tarif dans ces cas-là, n'est-ce pas? La fameuse loi du talion. D'accord, Béatrice avait une liaison avec lui, mais elle était ma femme, après tout. Elle était ma femme, et un homme se doit d'aimer sa femme. Là, alors que je vous parle, je suis en train de suivre Hall de très près, à Denver, Colorado. Il voyage un peu partout dans le pays pour son travail. Moi, je le suis un peu partout dans le pays grâce aux économies que Béatrice et moi avions péniblement rassemblées en 15 ans de mariage. Au moins, cet argent servira-t-il à quelque chose. Vous n'imaginez pas combien il est facile de coller au train de Jack Hall. Il fréquente toujours les mêmes villes et descend toujours dans les mêmes endroits. Tenez, par exemple, je sais que nos pas vont nous mener dans ce grand bar là-bas parce qu'il aime le clinquant et les marques apparentes de fausses richesses. L'imbécile. J'entre derrière lui et choisis une table d'où je peux l'observer tout à mon aise, assis au bar. Jack aime les hauts tabourets de bar. Chacun ses goûts, n'est-ce pas? Personnellement, je veille toujours à ce qu'il me voie. Son beau visage grassouillet devient tout rouge lorsqu'il m'aperçoit dans une glace et il commande un autre verre. Sacré Jack. Il va m'aborder bientôt, une fois de plus, pour essayer de discuter, de savoir pourquoi je le poursuis ainsi, pourquoi je le harcèle, lui, Jack Hall. Je garde mon sang-froid de sorte que nos conversations n'enlèvent rien de la pression sous laquelle il se trouve. Au contraire même, ça l'inquiète terriblement. Il a raison d'avoir peur. Et voilà, ça y est, je vous l'avais dit. Jack Hall quitte son tabouret et vient à ma table, verre en main. Un homme costaud dans un pantalon sombre et une veste de bon faiseur. Un vrai galant. Quand allez-vous abandonner, Brewster? Ben, vous devriez le savoir, Jack. Je ne vous abandonnerai jamais. Jamais, cher Jack. Je l'appelle par son prénom et ça l'embête. C'est que je suis un perfectionniste, moi. Mais j'y comprends rien. Qu'est-ce que ça peut vous rapporter de me suivre dans le pays? Ça vous rendra pas... Ça ne me rendra pas... Qui? Jack? Il hausse les épaules, confus. C'est vrai, ça ne me rendra peut-être pas Béatrice, Jack, mais
Vous allez payer pour l'avoir tué. Si, je vous le promets. Vous allez payer. Mais j'ai pas tué votre femme. Il me regarde en colère, perplexe, essayant de se convaincre que je ne suis qu'un loufoque inoffensif. De toute façon, la police considère la question close. J'ai été soupçonné, j'ai été innocenté. La police, peut-être, Jack, mais pas moi. Pas moi, Jack. Il rit jaune. C'est la police qui compte, mon vieux. Vous n'y pouvez rien. Il lève son verre et boit une grande gorgée. De vous à moi, mon petit bonhomme, Béatrice était décidée à vous quitter quand elle est morte. Pourquoi perdre votre temps à vous ronger pour une femme qu'allez vous plaquer? Vous ne comprendriez pas, Jack. Ouais, eh ben, ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'affaire est classée, que j'en ai assez. Si vous ne faites comme Nassé, je vous ferai arrêter. Et si vous me tuez, vous passerez sur la chaise électrique. Je sais, Jack, je sais. À cause de la lettre, n'est-ce pas? En effet, Hal m'a informé qu'il a laissé une lettre chez son avocat, avec pour instruction de ne l'ouvrir qu'après sa mort. La lettre explique que je le harcèle partout et que s'il est assassiné, etc., vous comprenez. D'autre part, j'ai un bon mobile, n'est-ce pas, parce que ça n'est inscrit pour personne que je le crois meurtrier de Béatrice. Je bois mon cocktail à petite gorgée, et je lui souris. Malgré ces précautions, cher Jack, je pense que vous devez mourir sur la chaise électrique. Vous méritez de passer de longs mois dans le couloir de la mort en vous demandant chaque soir si ça n'est pas pour demain. Tandis que tous vos appels à la clémence seront refusés les uns après les autres. Vous passerez vos derniers mois à attendre, Jack, attendre, en comptant les heures, les minutes, en comptant même les pas qui vous mèneront à la salle d'exécution. Je pense que vous méritez de vivre les dernières secondes qui vous restent, alors qu'on sanglera le casque métallique à votre crâne préalablement rasé. Il sue à grosses gouttes, et les articulations sont blanches sur sa main serrant le verre. Je hausse les épaules. Et comme vous dites, cher Jack, je n'ai pas de preuves. Alors pourquoi continuer à me suivre? Il arrive que nos chemins soient les mêmes, Jack. Il me foudroie du regard et sort. Bien entendu, il a raison. Je n'ai pas de preuves. Mais je connais un moyen de le faire payer. La justice exige qu'un meurtrier paie pour son crime, n'est-ce pas? Je suis descendu au même hôtel que Jack Hall. Je le suis partout, afin de mieux avoir l'œil sur lui. Bien que maintenant, ce ne soit plus nécessaire, n'est-ce pas? Il n'essaie même plus de me semer. Il semble s'être résigné à cette inconfortable filature. Il sait que si je le perds, par exemple, ici à Denver, je le retrouverai à la prochaine étape. En effet, pour des raisons professionnelles, il est tenu de suivre le même itinéraire. Au pis-aller, je suppose que je pourrais très bien attendre près de chez lui qu'il revienne, et je recommencerai à le suivre, mais je n'ai jamais été réduit à cela. Alors que je suis Hall vers l'hôtel, je pense à la lettre qu'il a laissée chez son avocat, lettre à n'ouvrir qu'en cas de décès. Il croit qu'elle le protège, cette lettre. Et d'un certain point de vue, il n'a pas tort. Je souris en entrant à l'hôtel immédiatement après lui. De toute façon, je n'aurais pas le courage de le tuer. Et puis, je n'aimerais pas enfreindre la loi. Ces mois-ci, nous nous rendons à Saint-Louis, à Indianapolis et à Chicago, après quoi nous irons à Détroit. Ne serait-ce la haine profonde que je nourris à son endroit et les projets que j'ai pour lui,
cette filature ne serait pas désagréable. C'est vrai, j'ai toujours aimé voyager, et du vivant de ma pauvre Béatrice, je n'en avais guère le loisir. Je connais si bien l'itinéraire de Jack que je n'aurais même pas besoin de l'attendre pour prendre l'avion vers la prochaine ville. Mais ce serait contraire à mes intentions. Je reste toujours près de lui, de préférence dans son champ visuel. J'attends patiemment qu'il abandonne la partie, et il n'est pas loin de le faire. Tenez, par exemple, à Indianapolis, il s'est approché de moi dans le bar de l'hôtel et a voulu me flanquer son poing à la figure. Ça m'a surpris. J'ignorais qu'il fût mûr à ce point. J'ai conseillé au barman d'appeler la police et ce cher Jack Hall s'est calmé. Il n'empêche que je continue à rester très près de lui. J'imagine par moments qu'il a l'impression de sentir mon souffle lui chatouiller la nuque. Ça me fait sourire. Je suis resté très très enfant. Tenez, aujourd'hui, nous avons presque déjeuné en vis-à-vis. Je me suis amusé à commander exactement le même menu que le sien. Et j'ai poussé la gaminerie jusqu'à prendre un cognac au pouce-café, comme lui. Alors que je vous avoue que je préfère une eau-de-vie de fruits. C'est dire, hein? Tandis qu'il réglait ses différentes affaires, je l'attendais bien sagement sur un banc à une terrasse en lisant les informations. Est-il nécessaire de préciser que chaque fois qu'il quittait un rendez-vous, son regard tombait immanquablement sur moi? Ah, il faut reconnaître qu'il sait faire preuve d'un self-control certain, ce cher Jack. Mais jusqu'à quand? En rentrant à notre hôtel, je le suis jusqu'au bar. À peine est-il installé qu'il se lève et se rend aux cabines téléphoniques. Non pas de ces cabines hermétiquement closes, mais, vous savez, ces coquilles en plastique ouvertes à tous les vents. Aussi n'ai-je aucune difficulté à l'entendre demander une réservation pour dans l'avion de 19 heures. Mon cœur bondit dans ma poitrine, bien que je ne sois pas facilement ému. Miami n'est pas sur l'itinéraire sacro-saint de Hall. J'attends qu'il ait terminé, alors que la plupart des autres cabines sont vacantes, et téléphone à la compagnie pour retenir une place sur le même vol que le sien. C'est ce que je fais habituellement. J'aime m'asseoir devant lui dans l'avion. Oui, ainsi a-t-il tout le loisir de contempler mon crâne, n'est-ce pas? Nous savons l'un et l'autre qu'il est difficile de se fausser compagnie dans un avion. Arrivé à Miami, Hall loue une voiture sans chauffeur et se dirige vers un grand motel des faubourgs de la ville dans un endroit très retiré. Cette fois, je ne descends pas dans le même établissement que lui, non. Je prends une chambre dans le plus grand hôtel que je puisse trouver, avec un parc et une plage privée. Il y a un monde fou. Je choisis une chambre centrale avec fenêtre sur rue. C'est une petite chambre, mais bien meublée, tranquille et entourée d'activités. Elle est parfaite. Après avoir téléphoné à Jack Hall pour le tourmenter un brin et lui faire savoir où je suis, je me prépare à l'attendre. J'achète un slip de bain et je vais faire quelques longueurs dans la piscine et je m'octroie un excellent dîner avec cette fois une Mirabelle plutôt qu'un cognac en guise de pouce-café. Je dois avouer qu'il m'est très agréable de dîner seul. Enfin, sans Jack Hall dans mon champ de vision. Je m'attarde au bar le temps de quelques verres et repousse courtoisement, et à mon plus grand regret, je dois l'avouer, les avances sympathiques d'une jeune femme un peu ivre. Vers 11h30, je regagne ma chambre. Jack Hall arrive 1 heure plus tard. C'est plus ou moins ce que j'avais prévu. Il n'a pas de temps à perdre, semble-t-il. Lorsque j'ouvre la porte, il semble sur le point de la défoncer. Il est surpris que je lui souris et que je l'invite à entrer. « Que me vaut cet honneur, cher Jack ?»« Vous le saurez assez tôt !» dit-il en me bousculant presque pour entrer dans ma chambre. Il jette un regard général comme pour vérifier que tout est en ordre. Mais que cherche-t-il, le pauvre bougre?
Les stores sont baissés, seules les appliques de chevet sont allumées et la radio diffuse une musique d'ambiance aussi insipide que celle qu'on entend dans les grandes surfaces. Vous aviez une insomnie et vous vouliez faire un brin de causette, cher Jack? Il me sourit comme le ferait un chat entrant dans une volière et sort un revolver d'une poche de son costume de bon faiseur. Je suppose que vous êtes venu me tuer, n'est-ce pas, cher Jack? Vous l'avez deviné, répond-il, les yeux coléreux malgré son sourire. Vous l'avez cherché, hein? J'ai beau avoir retourné le problème dans tous les sens, c'est le seul moyen de me débarrasser de votre détestable présence. Bien sûr, Jack, mais juste un petit détail auquel vous n'auriez peut-être pas songé. Ah oui, lequel? N'avez-vous pas peur d'être arrêté? Vous savez, il y a du monde ici, et on m'a vu partout à l'hôtel ce soir. D'autre part, j'imagine que vous vous êtes adressé à la réception pour connaître le numéro de ma chambre. Je suppose que vous avez eu l'intelligence de ne pas le faire muni d'un masque. Très drôle, mais je crains fort que tous ces arguments ne vous sauvent pas, mon cher, dit-il en continuant à sourire. J'ai voyagé ici sous un faux nom, et je ferai de même cette nuit pour partir. Personne ne saura que j'étais à Miami. D'ailleurs, même si je suis soupçonné, figurez-vous que je me suis acheté un alibi à Détroit. Moi qui vous parle, je joue en ce moment au poker avec quelques amis, là-bas, dans une chambre d'hôtel. Ah oui. N'étiez-vous pas déjà en train de jouer au poker quand vous avez tué ma femme, Béatrice, cher Jack? Ouais, effectivement. Le poker semble vous porter chance, Jack, dis-je avec une certaine pointe d'admiration. C'est très malin. Ouais, trop malin pour vous, mon petit vieux. Cette fois, vous vous êtes comporté comme un imbécile, comme une vraie poire, en prenant l'avion pour venir ici avec tant de rapidité que vous n'aviez même pas le temps de faire savoir où vous alliez et pour quelle raison. Quand on retrouvera votre cadavre, je serai à Détroit, et le plus beau. Le plus beau, Jack? Dis-je, véritablement intéressé. Le plus beau, c'est qu'autant que je sache, la police ne verra chez moi aucun mobile de vous tuer. Bien raisonné, Jack. Mais il reste une possibilité. Supposons que je vous ai entraîné ici pour vous supprimer. Malgré lui, le visage sanguin de Hall devient subitement pâle. Il se ressaisit vite. Vous toucherez pas un seul de mes cheveux, mon petit vieux. Souvenez-vous de la lettre. J'avale ma salive et je hoche la tête. En effet, cher Jack, la lettre qui est chez votre avocat. Reculez-vous, m'ordonne-t-il. Sa voix est plus forte et il s'enhardit, prêt à me tuer. Vous finirez sur la chaise électrique, Jack, lui dis-je, alors qu'il enfonce le canon de son arme dans ma poitrine pour m'obliger à reculer. Vous finirez sur la chaise électrique. Vous allez pouvoir compter vos dernières secondes, Jack. Comptez-les vous-même, mon petit vieux. Il prend un oreiller, en enveloppe le revolver. Je n'entends pas le bruit, mais je sens les balles déchirer ma poitrine et je tombe en arrière sur le lit. Je suis certain qu'il se demande pourquoi je meurs avec le sourire. Je suis certain que ça va l'inquiéter. Il ne sait rien de l'appareil enregistreur que j'ai placé dans ma poche. Et il ne sait pas que moi aussi, j'ai déposé une lettre chez mon avocat.
Herbert Guthrie a parqué sa voiture de façon à voir clairement l'entrée principale de la maison. En cette matinée d'été, le thermomètre indique déjà au moins 29 degrés. Et Herbert commence à regretter d'avoir accepté ce job. Sa jambe gauche lui fait mal. Cette jambe gauche qui a stoppé une balle de 45 6 mois plus tôt, quand il appartenait encore à la police. Conway, son nouveau patron, était allé le voir à l'hôpital et lui avait dit « J'ai appris que la police vous a accordé une pension d'invalidité. Vous avez 35 ans, Herbert, et toutes les qualifications nécessaires pour faire un bon détective. Venez travailler dans mon agence. » On ne devient pas flic. On l'est ou on ne l'est pas. Herbert Guthrie ne voyait pas ce qu'il pourrait faire d'autre. Aussi est-il allé trouver Conway à sa sortie d'hôpital. À ce souvenir, ses lèvres se pincent. Conway n'a certainement pas besoin d'un bon détective plein d'expérience pour un boulot comme celui-ci. Le client est un certain Harvey Jensen, vous connaissez? Avait demandé Conway. Plutôt, hein. C'est le chirurgien qui a sauvé ma jambe alors que tous les autres voulaient amputer. Je lui dois beaucoup, Conway. De quoi s'agit-il? C'est sa femme. Il veut que nous la prenions en filature. Ah, ça m'embête beaucoup, ça. Mettez vos scrupules de côté, mon vieux. Je suis à court de personnel en ce moment. J'apprécierais que vous me rendiez ce service. Et voilà, tenez, la photo de sa femme. Elle s'appelle Jennifer. Si elle sort pendant la journée, vous la suivez partout. Alors qu'Herbert se demande si Jennifer est aussi jolie en réalité qu'elle l'est sur la photo, un luxueux cabriolet sort de la propriété et s'engage sur la chaussée. Reconnaissant Jennifer Jensen, il embraye et la suit à distance. De lourds nuages plombés s'amoncellent à l'ouest, annonçant l'orage habituel des après-midi d'été californiens. Herbert la suit en laissant juste quelques véhicules entre eux afin de passer inaperçus. Au bout de quelques kilomètres, Jennifer emprunte la voie rapide qui mène en ville. Elle roule à la limite de la vitesse autorisée lorsqu'elle emprunte sans avertissement une rampe de sortie prenant presque Herbert de court. Il la rattrape de justesse et la suit dans un parking. Quand elle sort de son cabriolet, il remarque ses longues jambes modelées par la jupe étroite, son allure fière, son éclatante chevelure noire. Elle est sacrément plus belle en réalité, pense Herbert en quittant sa voiture à son tour. La filature le conduit jusqu'à un hôtel de second ordre, très peu assorti à cette conductrice de voiture de luxe. Alors qu'il pénètre dans le hall, elle le prend à nouveau de court en pénétrant dans un ascenseur dont les portes se ferment immédiatement. Herbert se dirige vers le portier. S'il vous plaît, une jeune femme brune avec une robe jaune vive vient de prendre l'ascenseur. Vous l'avez remarqué? Je ne fais pas attention aux gens qui passent, monsieur. En plus, je n'ai pas bonne mémoire. Herbert sourit sans humour en glissant une main dans sa poche. Il en tire un rouleau de billets, en détache un de 20 $. Drôle de chose que les chiffres, hein? J'ai découvert que certains peuvent rafraîchir les mémoires. En effet, dit le portier. En parlant de chiffres, il m'en revient un à l'esprit. 611. Chambre 611, occupée par un certain Sanders. Voilà qui est bien, mon ami. Et il ressemble à quoi, votre 611? Oh, un beau 611 d'une trentaine d'années qu'on rencontre fréquemment à Hollywood, en compagnie de dames âgées et fortunées, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je vois. Et elle le rencontre régulièrement, ce Sanders? Elle vient ici 2 ou 3 fois par semaine et reste environ 1 heure. Je vois. Merci, dit Herbert en allant s'asseoir dans un des fauteuils du hall d'où il peut surveiller l'ascenseur.
Sa jambe gauche recommence à l'élancer. Il est d'une humeur massacrante. Il se demande comment une femme comme Jennifer Johnson, qui fréquente la meilleure société, peut se fourrer dans les pattes d'un gigolo de bas étage. D'autre part, ses élancements à sa jambe gauche lui rappellent le mari de Jennifer, ce chirurgien qui l'a sauvé d'un handicap profond et auquel il devra apprendre bientôt la douloureuse vérité sur le comportement de son épouse. Il se redresse soudain. Jennifer, le visage bouleversé, sort de l'ascenseur et quitte l'hôtel en courant. Une querelle d'amoureux ? Contente-toi de la suivre, t'es payé pour ça, se dit-il. La façon de conduire de Jennifer est nettement moins souple qu'elle allait, à tel point qu'elle laisse maintenant dans son sillage un tumulte de coups de frein stridents, d'avertisseurs indignés et de malédictions. Herbert a toutes les peines du monde à ne pas la perdre de vue. Elle se ferait un chemin sur l'autoroute dans une zone de brume grise et sale sous un ciel d'encre. C'est alors que l'orage éclate. Des rafales de pluie balayées en tous sens par des tornades donnent à Herbert la sensation de conduire à travers un rideau ondulant. Automatiquement, la circulation ralentit, la visibilité étant à peu près nulle. Il manque de perdre Jennifer qui continue à son train d'enfer sur la voie de dépassement, son cabriolet fendant l'eau tel un hors-bord. Herbert secoue la tête. Cette façon de conduire cherche l'accident. Accident qui se produit sans tarder. Pour éviter une voiture qui lui a coupé la route, un 30 tonnes freine brutalement, dérape entre les pistes, empêchant Jennifer de passer. Herbert doit lutter ferme pour conserver le contrôle de sa propre voiture et quitte le cabriolet des yeux. Lorsqu'il le regarde de nouveau, il ne peut réprimer un frisson d'horreur. À peine retenu par une clôture métallique, le cabriolet domine un vide de 30 mètres surmontant une voie ferrée. Les roues arrière patinent désespérément sur le sol boueux. À la moindre secousse, c'est la catastrophe. Herbert court en boitillant jusqu'au camion, en travers de la chaussée, ouvre la portière et indique le cabriolet au chauffeur. « J'ai une chaîne dans mon coffre, il faut agir vite !» L'autre, interrompant son concert de jurons, saisit le topo immédiatement, amorce une marche arrière, tandis qu'Herbert sort sa chaîne et va la fixer délicatement à la voiture de Jennifer. Quelques très longues minutes plus tard, Herbert ouvre la portière du cabriolet. Il s'attend à tout, sauf à trouver Jennifer calme et souriante. « Ça va, madame ? Dites-moi, l'accident ne semble pas vous avoir ému. »« Je n'ai pas grand-chose à perdre. »« Votre vie, quand même. » »« Pour ce qu'elle vaut. »« Merci quand même, monsieur. »« Monsieur ?»« Herbert Guthrie, » fait-il en tendant la main. « Si je peux vous être utile, madame, voulez-vous que je vous reconduise chez vous ?» Elle hausse les épaules, l'air de dire « au point où j'en suis », et lui tend la main. À peine l'a-t-il effleurée qu'elle la retire en gémissant. « Je crois m'être foulé le poignet, » dit-elle avec un petit sourire d'excuse. « J'accepte votre offre, monsieur Guthrie. Reconduisez-moi à la maison. » Alors qu'Herbert fait semblant de suivre ses indications pour rentrer, il lui demande, l'air de rien, « Si je peux vous aider pour quoi que ce soit... » « Je ne pense pas que vous puissiez m'aider à quitter mon mari, monsieur Guthrie. C'est peut-être un grand chirurgien, mais comme homme, il ne vaut pas grand-chose. Mesquin, vindicatif, cruel. Curieux comme on peut se confier à de parfaits inconnus. Rassurez-vous, madame, je suis un inconnu discret. Mais vous n'avez pas d'amis qui pourraient vous aider? Si. Un ami d'enfance qui m'a toujours désiré.
Bon, ce n'est pas le parfait gentleman, mais au point où j'en suis, j'avais décidé de fuir avec lui. Ce cher Sanders. Et alors? Mon mari l'a appris et lui a offert de l'argent. L'amour qu'a pour moi cet ami d'enfance se chiffre très exactement à $5 000, car il vient de renoncer à moi pour $5 000. Je pensais valoir plus. Sacré Sanders. Elle se met à sourire en se frottant le poignet. Herbert sent une sourde colère monter en lui, l'impression d'avoir été manipulé. Si Jensen est au courant de la liaison de sa femme, pourquoi l'avoir fait suivre? Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas d'autre solution, madame? Demande-t-il. Oh, vous ne connaissez pas mon mari, monsieur Guthrie. Il faut tout simplement que je rentre pour l'affronter, et ce ne sera pas plaisant. Il m'a menacé plus d'une fois de me tuer plutôt que de me laisser partir. Vous pourriez porter plainte, madame. Je ne veux pas de ce genre de publicité, et puis ça ne servirait à rien. Il nierait tout. Il peut être charmant et persuasif quand il le veut. Les lancements de sa jambe gauche rappellent à Herbert combien Jensen avait été bon pour lui. Alors, à la colère se mêle le remords. Il garde le silence jusqu'à la propriété en face de laquelle il était garé ce matin même. Pourquoi le docteur Jensen fait-il suivre sa femme alors qu'il est au courant d'une situation qui lui a déjà coûté $5 000? Si Jennifer n'avait pas eu cet accident en rentrant chez elle, Herbert n'aurait pas eu l'occasion de la raccompagner et d'apprendre que son mari avait donné $5 000 à Sanders, son amant, pour qu'il renonce à elle. Pourquoi alors paie-t-il cette filature? Ça ne tient pas debout. Herbert se dit que le seul qui pourrait l'éclairer est encore Sanders. Il décide donc de retourner à l'hôtel où Jennifer l'a retrouvé ce matin même. À peine est-il arrivé que le portier lui fait signe d'approcher. Dites, vous feriez bien de vous tailler en vitesse. Ce type qui vous intéressait, ce Sanders, là, une femme de chambre vient de le découvrir, mort. Les flics grouillent à l'étage. Considérant avec quelle facilité il se verrait retirer sa licence s'il gardait des informations pour lui, Herbert se dirige vers l'ascenseur. La chambre est petite, bourrée de monde, étouffante. Au beau milieu, le lieutenant Donato, avec lequel il a conduit plus d'une fois, jadis, une voiture de patrouille. Il observe le cadavre de Sanders qui gît à terre sous la fenêtre ouverte, comme s'il avait désespérément cherché à aspirer l'air frais. Sa chemise est tachée de sang autour d'un vilain petit trou noir. « Je croyais que tu n'étais plus des nôtres », fait Donato en le voyant. « Exact, Don, je suis privé maintenant. À part ça, j'ai quelques renseignements qui pourraient être utiles. Je suppose que le portier t'a parlé d'une mystérieuse visiteuse ?» Sacré Herbert, toujours une longueur d'avance. Continue, mon garçon, ça m'intéresse. Herbert Guthrie raconte tout ce qu'il sait à Donato. Ainsi, le mari aurait donné $5 000 à ce pauvre Sanders pour qu'il cesse de voir sa femme. Dommage qu'on ait trouvé que $50 dans son portefeuille. Et l'arme de crime? Demandait Herbert. L'assassin l'a emporté. Je pense qu'il est temps d'avoir une conversation avec Jennifer Jensen. Je peux t'y conduire, lieutenant, je sais où elle habite. Ils sont à peine arrivés devant la maison de stuc rose qu'un coup de feu retentit à l'intérieur. Donato jure violemment et se précipite dans l'entrée alors que le docteur Jensen sort d'une pièce en courant.
Donato montre vivement son insigne. Ce coup de feu, qu'est-ce que c'est? Jensen se contente d'indiquer la pièce d'un signe de tête. Jennifer est allongée par terre, sur le dos, bras écartés, un revolver près de sa main droite, la tempe en éclats sanguinolents. Jensen les observe, immobile, dans l'encadrement de la porte. Il n'a vraiment rien de l'être dangereux que sa femme l'accusait d'être il n'y a pas 2 heures. Grand, séduisant, bronzé, la soixantaine, il pourrait poser comme modèle de chirurgien célèbre. Hormis l'intense pâleur qu'Herbert discerne sous son hâle. « J'étais dans la pièce quand elle est entrée, » fait-il hagard. Elle a murmuré quelque chose, a levé le revolver et a tiré avant que je puisse faire quoi que ce soit. « Où gardait-elle cette arme ?» demande Donato. « C'est mon revolver. Habituellement, je le garde dans la commode de ma chambre. »« Habituellement ?» fait-il en réprimant un sanglot. « Je vous en prie, monsieur, laissez-moi seul quelques minutes. Je vais dans mon bureau. » Donato hoche la tête avec sympathie et fait signe à Herbert. « Je pense que c'est clair. Elle a tué son amant et s'est suicidée devant son mari. » « Peut-être, Don, peut-être. »« Elle ne te semble pas évident, Herbert ?» « La seule chose qui me semble évidente, Don, c'est que ma jambe me fait souffrir. Je vais la reposer sur un des transats près de la piscine. Si t'as besoin de moi, tu sais où me trouver. » Il sort par les vitres coulissantes et s'installe dans un des fauteuils près de l'eau bleue. Des morceaux du puzzle prennent place dans son esprit, formant une image qu'il a peine à accepter. Jensen a voulu faire prendre sa femme en filature, tout en sachant qu'elle allait voir Sanders, parce qu'il désirait un témoin, pense-t-il avec amertume. Il se souvient des longues conversations avec lui à l'hôpital. Il se voit en train de lui expliquer qu'une des armes les plus importantes de l'accusation, quel que soit le crime, est le témoin. Faut-il révéler cela à Donato, se demande-t-il. Je dois tellement à Jensen. Je lui dois une infinie reconnaissance pour son diagnostic sûr, sa décision obstinée de sauver ma jambe, sa persévérance, son habileté qui font que, sous peu, je marcherai comme tout le monde. Toutefois, Jennifer Jensen est morte. Morte. Une femme jeune, belle. Herbert se demande ce qui, de sa dette ou de sa conscience, est le plus important. Mais, comme on dit, flic un jour, flic toujours. Il se lève et retourne sur le lieu du crime. Les photographes s'affairent autour de Jennifer. Il fait signe à Donato. « Il faut que nous parlions à Jensen. » « Est-ce nécessaire tout de suite, Herbert ?»« Oui, en tout cas avant qu'on enlève le corps. » Herbert et Donato entrent dans le bureau. Jensen semble enfin s'étonner de la présence de Guthrie. « Herbert, vous étiez là tout à l'heure, n'est-ce pas? Excusez-moi, j'étais tellement choqué. Alors, ils vous ont gardé dans la police. Comment va votre jambe? »« Elle marche, docteur. » fait Herbert en regrettant que le docteur ait abordé le sujet. « Quant à la police, non, je n'y suis plus. Je travaille pour l'agence Conway, vous savez, celle que vous avez chargée de faire suivre à votre femme. » « Ah, et c'est vous qui... » « Effectivement, docteur, c'est moi qu'on a chargé de cette mission. Hélas. » « Oui, ils auraient pu prendre quelqu'un d'autre. » « C'est ce que je leur ai dit, docteur. Ce matin même. Malheureusement, le reste du personnel était pris. J'ai été obligé d'accepter la mission.
Croyez bien que je le regrette amèrement. Ce n'est pas votre faute, Herbert, si elle s'est suicidée. Elle ne s'est pas suicidée, Dr. Jensen. Que voulez-vous dire? Une lueur menaçante traverse le regard du bon Dr. Jensen. Votre épouse était droitière, n'est-ce pas, docteur? Oui. Pourquoi? Un peu de patience, j'y arrive. Ce matin, je l'ai prise en filature jusqu'à un hôtel où elle rencontrait un homme du nom de Sanders, qu'on vient de trouver mort. C'est elle qui l'a tué? Non, non. Non, docteur, elle n'a tué personne. Pas plus Sanders qu'elle-même. Vous ignorez sans doute qu'en rentrant chez vous, votre femme a eu un accident de la route. Jensen pâlit et le fixe d'un regard qu'Herbert a rencontré souvent dans sa carrière. Docteur, si vous preniez la peine d'examiner son poignet droit, vous constateriez très vite qu'il est foulé, bien trop foulé pour qu'elle ait pu porter l'arme à sa tempe. « Salaud! Après tout ce que j'ai fait pour vous !» crie Jensen en bondissant vers Herbert. Les policiers le maîtrisent immédiatement, heureusement. Heureusement, car il aurait été très capable d'un coup de pied de briser tout ce bon travail grâce auquel Herbert, sous peu, marchera comme vous et moi.